l'horizon 2050, le continent comptera 2 milliards d'habitants, une explosion démographique qui ne sera pas sans conséquences pour les pays déjà confrontés aux difficultés que pose la mise en œuvre des objectifs du millénaire. Mabingue Ngom, bonjour. Bonjour. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population que vous dirigez pour la région Afrique de l'Ouest et centrale, l'Afrique est donc un véritable laboratoire, car aucun continent ne verra sa population multipliée par 2 en l'espace d'une génération. Comment relève-t-on le défi d'un tel enjeu? Oui, je crois que vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un défi, mais c'est un grand défi parce que avec les difficultés que le continent rencontre aujourd'hui, donc en termes d'éducation des enfants, en termes de création d'emplois, en termes de réponse aux autres aspects de la demande sociale, donc vous imaginez donc ce qui va se passer donc lorsque la population va plus que doubler donc à l'horizon d'une génération. D'ailleurs, je dis souvent que si Malthus était là aujourd'hui, je pense qu'on l'aurait trouvé un peu, en tout cas qu'il est passé à côté de la plaque, parce que nous avons par exemple des pays dans la région aujourd'hui qui vont doubler pratiquement en 17 ans. Et Malthus parlait un peu de 25 ans. Donc pour revenir maintenant sur votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut aller vers la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe absolument par ce qu'on appelle l'accélération de la transition démographique. Comme vous le savez, dans certains pays, ou dans la plupart des pays en Afrique au sud du Sahara, donc la femme continue à avoir plus de 5 enfants. Et même dans certains pays, donc on frôle la barre de 8 enfants. Le Niger. Oui, plus de 7 au Niger. Donc vous comprenez donc pourquoi dans ces pays, qui sont des pays en général fragiles, donc où l'État n'est pas capable de répondre à la demande sociale en termes de création de salles de classe, de salles d'hôpitaux, d'infrastructures et même de sécurité, comment le croît démographique, en tout cas, absorbe tous les efforts. Alors comment gère-t-on justement ces enjeux face aux tabous culturels et même religieux dans certains pays? Oui, je crois qu'il y a les lignes sont en train de bouger parce que dans certains pays aujourd'hui, je pense que la conversation est beaucoup plus ouverte que par le passé. Il y a toujours quelques poches de résistance, mais je crois que nous faisons aujourd'hui des progrès extrêmement importants avec les religieux, avec les jeunes, avec les gouvernements. Vous avez tenu récemment un symposium sur islam et planification familiale au Tchad, en présence de 1200 imams. Sauront-ils aujourd'hui être des vrais relais auprès de la population, puisqu'on voit bien que c'est eux qui résistent? On se souvient du cas du Mali, où le gouvernement ATT avait dû reculer au moment du nouveau code de la famille face à la pression des religieux. Oui, je crois qu'avoir 1200, c'est-à-dire plus de 1200 imams venant un peu des pays comme l'Indonésie, le Pakistan, l'Algérie, l'Égypte, y compris Al-Azhar, la Gambie, le Sénégal et j'en passe, et qui parlent d'une voix pour, en tout cas, dire collectivement que la planification familiale n'est pas seulement acceptée, mais elle est encouragée parce que la planification familiale contribue à l'espacement des naissances, qui est vraiment un facteur de bien-être familial, je pense, qui était un pari risqué, mais que nous avons quand même réussi à gagner, comme le disait le président Idriss Déby lui-même, qui disait que nous avons réussi quelque chose d'exceptionnel, et je crois que les actes du symposium de N'Djamena règlent un peu cette question, un peu du malentendu entre islam et planification familiale, mais également positionnent les leaders religieux comme des acteurs qui sont aujourd'hui au service des agents de développement des pays où nous avons en tout cas un croît démographique important. Nous les prenons aujourd'hui comme vraiment des acteurs importants pour apporter les changements dont l'Afrique a tant besoin. Alors sur le plan de l'éducation également, Mabingue Ngom, il y a un défi immense, c'est qu'on note que 41% des jeunes filles âgées de 15 à 24 ans ne sont pas alphabétisées, contre 55% des garçons. Comment fait-on pour garantir l'autonomisation des femmes, puisqu'aujourd'hui, c'est le discours des Nations Unies? Oui, je crois que les imams, pour revenir sur N'Djamena, sont tombés d'accord. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations très fortes issues un peu de nos conversations de N'Djamena, où ils sont aujourd'hui engagés à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et je crois qu'ils sont conscients que c'est en gardant les filles à l'école, en renonçant au mariage précoce, qui naturellement va avoir un effet extraordinaire sur la santé de la mère, la santé
de l'enfant, le relèvement des taux d'éducation et même la résolution du douloureux problème du genre que nous connaissons, je crois que nous avons là un potentiel extraordinaire qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager pour faire en sorte que partout en Afrique où nous avons encore ces pratiques néfastes, que nous puissions vraiment les laisser derrière nous. Alors sur le plan, vous parliez des jeunes, mais chaque année sur le marché de l'emploi, en Afrique arrivent 20 millions de jeunes. Comment fait-on pour les occuper? Est-ce qu'il ne faut pas revoir les systèmes éducatifs? Oui, je crois qu'il y a 2 ou 3 questions fondamentales ici. Je crois qu'il y a aujourd'hui un stock de jeunes sur le marché du travail pour lequel nous sommes obligés de faire quelque chose. Et je crois que c'est une bombe à retardement, hein, tout à fait. cette jeunesse désœuvrée. À mon avis, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est le croît démographique qui fait qu'aujourd'hui, il y a une arrivée massive d'enfants pour lesquels nous n'avons pas les possibilités de les mettre à l'école. Et donc, par ricochet, dans quelques années, ils auront des besoins d'emploi que les sociétés, les communautés seront incapables de pourvoir. Je vais donner un exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai été récemment organisé un atelier gouvernemental et nous nous sommes rendus compte que dans une des communes, il y a 300 naissances par jour. 300 naissances par jour, c'est exactement 5 classes de 60 élèves par jour. Donc, vous voyez donc qu'il est impossible pour cette petite commune à Abidjan de créer une école chaque jour. Et maintenant, dans 15 ans, 20 ans, il y aura une implication en termes de lycée, il y aura une implication en termes de places à l'université, et à terme, il y aura une implication en termes d'emplois nouveaux à créer. Donc, vous voyez pourquoi c'est ce croît démographique très fort qui fait aujourd'hui que les efforts des familles, les efforts des communautés, les efforts des pouvoirs publics donnent l'impression de ne mener nulle part, simplement parce que la femme continue à avoir un nombre d'enfants insoutenable, donc d'un point de vue demande sociale. Alors comment le Fonds des Nations Unies pour la population peut justement accompagner ces États? Oui, nous avons répondu à la demande de l'Union africaine grâce à notre plaidoyer. L'Union africaine a décidé en janvier 2016 de faire de l'année 2017 l'année pour la capture du dividende démographique. Et l'Union africaine, la conférence des chefs d'État avait demandé au Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque africaine de développement, le NEPAD et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique de soumettre une feuille de route. La feuille de route a été approuvée à Kigali, donc en juillet 2016, et lancée officiellement en janvier 2017. Donc aujourd'hui, il y a une feuille de route assez solide qui intègre toutes les interventions pour que l'Afrique aille résolument vers la capture du dividende démographique. Cette feuille de route comprend plusieurs volets, 4 principalement, et je vais insister sur 1 ou 2 de ces volets. Naturellement, il y a un intérêt particulier sur la question de la création d'emplois parce que c'est le problème actuel, le problème visible. Mais le problème en matière de création d'emplois, sans vous interrompre, vous défendez l'implication justement des États pour développer les industries culturelles qui sont pourvoyeuses d'emplois. Non, je crois que c'est important, mais encore une fois, la question de l'emploi n'est qu'un symptôme. La question des élèves qui ne vont pas en classe, c'est un autre symptôme. La question des universités, la question même de la radicalisation des jeunes ne sont que des symptômes d'un problème fondamental, donc qui est vraiment la racine du mal, c'est le croît démographique qui fait que les communautés, les familles et les États sont incapables de répondre à une demande sociale que personne ne peut suivre. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez par exemple le cas de l'éducation. Il y a eu pourtant plusieurs plans, notamment sur la planification, sur le contrôle des naissances. Le fameux plan Santé pour tous en l'an 2000 impliquait justement des régulations au niveau des naissances. On voit bien que les résultats ne sont pas là. Oui, mais pour au moins 2 raisons. Donc la première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions, je pense, qui ont été programmées, qui se sont passées et qui malheureusement, on n'a jamais été à l'échelle. Et comme vous le savez, pour changer, il faut passer à l'échelle. Il faut créer la masse critique qui permet un peu de générer l'impact. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes qui ont été utilisées par le passé qui, visiblement, n'ont pas servi à rien parce qu'elles ne font pas des résultats. La faute à qui? Non, je ne parlais pas de faute, mais je disais simplement qu'on n'a pas eu la bonne approche parce que souvent, nous avons fait recours à des méthodes qui, visiblement, ne marchent pas parce qu'elles ne sont pas sensibles aux réalités culturelles. Sans vouloir attaquer le système des Nations Unies, ces méthodes ont toujours été recommandées par les Nations Unies. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais je dirais également que les moyens n'ont pas souvent suivi, comme je disais tout à l'heure. Deuxièmement, donc les méthodes de mise en œuvre ne sont pas toujours du
du ressort du système des Nations Unies. C'est vrai que nous mettons en devant un peu le dialogue sur les politiques, hein, pour engager tous les acteurs, mais lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre, nous travaillons avec tout le monde. Je parlais tout à l'heure des approches qui ne sont pas culturellement sensibles. Je donne un exemple. Si vous allez dans une communauté et vous approchez un peu la question de la planification familiale sous un angle, j'ai dit, totalement occidental, sans prendre en compte un peu les réalités du milieu, les communautés risquent de vous écouter, mais le temps de vous laisser retourner à l'aéroport, ils retournent dans les pratiques traditionnelles. Je crois qu'il faut travailler avec les communautés, il faut comprendre les communautés, il faut savoir pénétrer les communautés, et il faut savoir investir dans des méthodes pour lesquelles ça demande beaucoup de travail. Les résultats peuvent être lents, mais vous n'allez jamais reculer. Et je crois que c'est ça que nous essayons de faire aujourd'hui avec les religieux, donc avec les leaders, les autres leaders communautaires, comme nous l'avons fait d'ailleurs lors de la réponse Ebola, donc au niveau des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À propos d'Ebola, justement, la gestion a été catastrophique, hein, lors de la crise qui a secoué à la fois la Guinée et la Sierra Leone. Est-ce que des leçons ont été tirées sur la gestion de cette crise? Oui, bon, catastrophique, je pense que je nuancerai un peu, parce que ça dépend un peu de là où on se situe. Bon, c'est vrai que l'OMS si a reconnu qu'elle avait commis des erreurs. Bien sûr, avec plus de 11 000 pertes humaines, je pense 11 300 et quelques, je pense que c'est un désastre, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois quand même, et vous avez raison, et j'apprécie un peu le terme leçon, parce que cette épidémie de 2014, ce n'est pas la première. La première, c'était en 1976. Donc, en 1976 et 2014, en 40 ans, il y a eu 20 épidémies. Et je disais au lancement de la réunion des parlementaires pour préparer le G8... La RDC a connu plus d'épidémies, mais avec moins de décès. Bien sûr. Mais je disais donc à Tokyo, donc il y a eu beaucoup de leçons, mais je ne suis pas sûr qu'elles ont été apprises. Donc, pour rejoindre un peu vos propos, et ces leçons portent un peu sur la nécessité de renforcer le système de santé. Parce que lorsque le système de santé est faible, donc il n'y a aucune chance un peu d'anticiper. Ça encore, ça fait partie des objectifs du millénaire qui n'ont pas été atteints. Absolument. Et là également, on revient sur la question des partenariats. C'est vraiment l'aspect des objectifs de développement du millénaire où nous avons eu le moins de progrès. Donc je suis heureux de voir que d'ailleurs que c'est devenu maintenant l'objectif 17. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc faire du partenariat vraiment le fer de lance de la réussite des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, mon rapport annuel 2015-2016, je l'ai intitulé donc, Partenariat donc, pour la réalisation, pour la capture du dividende démographique. Amin Gengom, merci. Merci.